Le peuple malien a célébré le 26 mars les 30 ans de pratiques démocratiques sur le fond de déception, de désespoir, de division. Annoncé comme une panacée en mars 1991, après la chute du général Moussa Traoré, la démocratie malienne s'est sombrée d'elle-même, selon le porte-parole de l'initiative Zéro Violence. La synergie des enseignants, la CSTM et la CDTM ont mis en exécution leur menace de boycotter l'atelier national de réflexion sur les conditions de vie et de travail dans les secteurs publics et privés en cours. Les détails avec Ousmane Almoudou, syndicat signataire du 15 octobre 2016. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, la démocratie malienne acquise dans le sang le 26 mars 1991 à la suite d'un soulèvement populaire contre le régime du général Moussa Traoré avait suscité un immense espoir au peuple malien. Il était question d'assainir la vie publique pour que désormais la justice, base de l'équilibre social, soit pour tous. Une école de qualité, des soins et des logements décents pour les populations maliennes. Après 30 ans de démocratie, le peuple malien n'a pas encore vu le bout du tunnel, selon le porte-parole de l'initiative Zéro Violence, Mamadou Sidibé. De son avis, rien n'a bougé. Pour plus de détails, suivons-le au micro de nos reporters. Vous me posez la question à savoir, en 30 ans, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché. Si nous devons parler sans détour et sans langue de bois, nous dirons tout simplement que rien n'a marché à la limite. Quand on dit que rien n'a changé, il y a d'aucuns qui bondiront sur vous pour dire qu'il y avait ci, il y avait ça, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Moi, je pense que dans l'état de lié d'une nation, ce n'est pas qu'il y avait ci, qu'il y avait ça, qu'il y avait... Non, non, non. Au fait, il y a des bases, bien évidemment, sur lesquelles tout État doit bien évidemment poser, qui sont fondamentalement l'éducation, la défense et la sécurité, la santé, et bien évidemment, le développement culturel, l'agriculture et tout le reste. Qu'est-ce qui a fait que la démocratie malienne n'a pas marché? Parce qu'ailleurs, les choses se sont passées tant bien que mal. Mais nous, notre accession à la démocratie, c'est la façon dont le Mali a accédé à la démocratie qui n'a pas marché. Dans tous les autres pays africains, dans les années 90, quand le vent de la démocratie a soufflé, il y a eu ce qu'on appelle le passage des témoins entre les régimes sortants et les régimes entrants. Mais chez nous, malheureusement, tel n'a pas été le cas. Il y a eu ce qu'on appelle malheureusement une rupture. Il y a eu ce qu'on appelle, à la limite, une déconnexion totale de tout ce qui s'était fait par le passé et de ceux qui venaient bien évidemment d'avoir accès au pouvoir. Ce qui malheureusement a été et la base malheureusement de tous les malheurs que nous avons connus pendant ces 30 ans. Cela a conduit à la liquidation de l'armée, comme vous le voyez. Cela a conduit malheureusement à la liquidation de la santé. Et par les mêmes canaux, l'éducation a été sacrifiée. Donc à partir du moment où le départ a été faussé, il n'y a aucune raison qu'il y ait une arrivée certaine. Donc si vous me demandez en 30 ans, qu'est-ce qui a marché? Moi, je répondrai sans détour et sans avoir peur vraiment de m'assumer qu'à mes yeux, bien évidemment, pour les choses qui comptent pour moi, rien, absolument rien n'a marché. Même si ça pouvait marcher, si seulement si les gens qui ont accédé au pouvoir en 92 n'avaient pas fait, bien évidemment, de cette gestion du pouvoir une vendetta. S'ils avaient eu l'aimabilité, bien évidemment, de venir pour servir le peuple. Mais si nous regardons dans les rétroviseurs,
nous verrons que ceux qui ont accédé au pouvoir en 92 n'avaient aucune volonté, bien évidemment, de faire sortir le pays de là où il était. Il n'y avait aucune volonté, malheureusement, de bien faire. Il n'y avait aucune volonté d'apporter un changement significatif pour le bien du peuple. À partir du moment où il y a manque de volonté, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait un résultat. Donc, sincèrement, moi, je suis désolé, mais c'est 30 ans d'amertume, 30 ans de regrets et 30 ans de désolation. Vous partez n'importe où, vous ne verrez jamais ce qui est instauré chez nous ici, ce qui a été instauré par ces mêmes acteurs-là du nom de la démocratie intégrale. C'est-à-dire que les gens peuvent créer des partis jusqu'à hauteur d'1 million de partis politiques, il n'y a pas de limite. Ce qui est déplorable. Un. Deuxièmement, de 80 combien, de 95 je crois, parce que le financement des partis politiques a commencé en 2000 ou bien en 80 combien, je ne me rappelle pas tellement de la date, mais vous conviendrez que l'État malien, le contribuable malien a déboursé quelque chose comme combien de milliards qui a été distribué même aux partis politiques, ce qui est inadmissible. Et ces milliards-là pouvaient servir ailleurs. Et quand j'ai dit qu'il y a eu rupture, bien évidemment, en 91, vous conviendrez que les repris de justice de Moussa Traoré en son temps, majoritairement, se sont retrouvés, bien évidemment, transformés, bien évidemment, en politiciens. Mais comment vous voulez que des gens qui ont été emprisonnés pour des fautes graves, pour détournement des deniers publics, qui redeviennent des politiciens et qui réoccupent bien évidemment les fauteuils des ministres, des directeurs et tout, vous vous attendez à quoi avec ces gens-là? Si nous voulons, assoyons-nous, voyons ce qui peut marcher chez nous et appliquons ce qui est possible. Et si nous ne voulons pas, masturbons-nous intellectuellement, il n'y a aucun souci. De toute façon, c'est nous qui allons faire les frais. Et aujourd'hui, indéniablement, tout le monde est d'accord que les navires Mali a pris plus que de l'eau. Je ne dirais pas que le navire a coulé, mais il n'en est pas loin. Donc, plus de 100 partis politiques. Moi, je pense que c'est une insulte pour le peuple. Et c'est une insulte de la part de ceux qui ont amené cette histoire de démocratie pour vraiment la mémoire, non seulement des victimes de mars 91, mais de tous ceux-là qui se sont sacrifiés pour que le Mali soit. Le mot de la fin, c'est toujours de dire aux uns et aux autres de comprendre que le Mali va mal. Et que ce qui nous arrive aujourd'hui, nous l'avons dit en fin 2018. Nous avons même dégagé des pistes en disant aux autorités qu'il faut essayer aujourd'hui de lancer un appel général à tous les fils du Mali, où qu'ils soient. Que tu sois ingénieur, que tu sois maçon, que tu sois quoi que ce soit, au-dedans ou au dehors, d'en appeler bien évidemment au concours de tous. Un. Deuxièmement, de faire comprendre à tout un chacun que l'heure n'est plus à ce que je peux avoir, à ce que je ne peux pas avoir. Mais l'heure aujourd'hui est à comment sauver la patrie mère. J'ai illustré le Mali comme étant un grand arbre sur lequel, bien évidemment, le peuple est. Et sur ce grand arbre, il y a des Maliens qui disposent, bien évidemment, d'une très grande branche. Il y a d'autres qui ont des petites branches. Il y a d'autres qui ont des branchettes. D'autres n'ont que des feuilles. C'est comme ça. Mais toujours est-il qu'il y a un tronc commun qui maintient l'arbre, qui maintient l'ensemble des branches ainsi que des feuilles que nous sommes. Si pendant que ceux-là qui sont sur des feuilles essayent quand même de gagner des branchettes, ceux-là qui ont des branchettes essayent de gagner des branches, et ceux-là qui ont des branches, bien évidemment, essayent d'avoir des branches plus grandes, ainsi de suite. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui vient pour couper le tronc de l'arbre, bien évidemment, sur lequel vous êtes tous. J'ai dit aux uns et aux autres, en ce moment-là, ce n'est pas les feuilles, ce n'est pas les branches, ce n'est pas les branches qui comptent, mais c'est le tronc commun qui compte. Car si par malheur le tronc cédait, il n'y aura plus de branches, il n'y aura plus de branchettes ni de feuilles. Donc comprenons aujourd'hui qu'aujourd'hui on est en train de scier le tronc bien évidemment de la nation malienne. Et que Dieu nous en préserve. Également annoncé dans les titres pour l'amélioration des grilles salariales constituant à relever les grilles inférieures
En 1382, le gouvernement de la transition a souhaité organiser un atelier de réflexion sur les conditions de vie et de travail dans les secteurs publics et privés. Estimant avoir été écartés dans l'élaboration des termes de référence de cet atelier, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ont déclaré leur refus d'y participer au même titre que d'autres syndicats. Ousmane Almoudou nous en dit plus au micro de Madina Traoré et Roger Kanouté. Les syndicats de l'éducation n'ont pas été associés à l'élaboration de ces termes de référence. Ça veut dire que tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, peut-être est fait contre vous. Il y a eu 3 tentatives de rencontres qui étaient prévues entre les syndicats de l'éducation et le ministre du Travail et de la fonction publique. La première tentative, c'était un mardi. La réunion était prévue pour 10h. À 9h30, son conseil technique appelle pour dire que la réunion est reportée. La deuxième tentative, c'était le mardi qui suivait ce jeudi-là. La rencontre était prévue pour 14h. Les syndicats sont déplacés dans la cour du département du travail. Personne, il n'y avait personne dans la cour. Il n'y a même pas quelqu'un pour les informer que la rencontre est reportée ou pas. Donc, et la dernière, ça c'était le mardi passé. Et une lettre d'invitation est arrivée. Nous convient à une rencontre le mardi à 14h. Mais nous, on a reçu les invitations à 14h35. C'est pour dire que tout est fait pour que les syndicats de l'éducation ne soient pas associés à l'élaboration des termes de référence, que les syndicats de l'éducation n'aient pas connaissance du contenu de ces termes de référence. En ce moment, nous sommes dit qu'au regard de tous ces arguments, il ne fallait pas aller. Maintenant, à la sortie de ces termes de référence, on a, à travers nos informations, à travers nos canaux, on a pu avoir accès à ces termes de référence en les disant sur l'ensemble des objectifs assignés à cet atelier. Sur le 5-6, les 4 parlent d'harmonisation des grilles, parlent d'harmonisation des primes et indemnités. L'harmonisation des grilles, on le sait, c'est une revendication d'une centrale de la place qui a remis terre et ciel pour empêcher l'application de l'article 39. Et dès que l'article est appliqué, elle s'est mise en action pour imposer, n'est-ce pas, au gouvernement de transition d'aller dans le sens de relever aussi la grille de statut général pour la ramener au niveau de la grille du statut du personnel enseignant. Et cette fois-ci, il s'agit aussi de relever les autres grilles qui sont inférieures au statut du personnel enseignant, les ramener au niveau du statut des enseignants. En ce moment, ça va poser un problème de droit. Le problème de droit, c'est qu'il est dit que toute majoration de rémunération du statut général s'applique de plein droit au personnel enseignant. Donc ça veut dire que dès lors qu'on fait une augmentation sur le statut général, automatiquement cette augmentation doit être faite sur le statut des enseignants. Mais ce qui est en vue, nous sommes des intellectuels, on sait lire entre les lignes, ce qui est en vue, c'est effectivement de relever les autres statuts, mais de maintenir les enseignants dans le statut quo. Nous avons dit qu'on ne peut pas s'associer à ça. Maintenant, l'autre deal qui est dans le terme de référence, on parle d'harmonisation des grilles. Mais lorsque vous dites ça, n'oubliez pas que les autres sont des intellectuels et ils ont la capacité d'aller chercher les informations et de les analyser. Nous avons pris le budget de finances qui vient d'être ratifié par le CNT. Nous l'avons analysé de bout en bout. Nulle part, il n'est prévu une ligne budgétaire qui est prévue pour improbable, n'est-ce pas, harmonisation des primes et indemnités. Nulle part, il n'est prévu une ligne où on va dire qu'en cas d'augmentation du statut général, voici ce qu'on doit ajouter aux enseignants et que c'est prévu. Donc, au regard de l'ensemble de ces éléments, nous sommes dit qu'il n'y a pas de raison que nous participons à cet atelier. Surtout que l'atelier est fait taillé sur mesure. Vous savez, c'est un atelier qui, en principe, est prévu pour avoir 163 participants. Sur les 163 participants, vous enlevez les enseignants, peut-être on aura 5, 6, 7 enseignants là-dedans. Donc vous allez trouver votre voix diluée dans une masse où on va dire que c'est les femmes majoritaires, c'est la majorité qui a décidé et que voilà, si la majorité décide, il faut que vous vous suivez. Nous avons dit que notre voix ne sera pas diluée dans une foule acquise à la cause de quelqu'un. Nous avons souhaité que la question soit traitée entre nous et le gouvernement. Et ensuite, s'il y a lieu d'aller à une autre concertation, on peut aller à ça. Mais comme ça, amener les syndicats de l'éducation dans un fait accompli, où il y aura une masse acquise à la cause de quelqu'un, et en ce moment, on va diluer la voix des syndicats d'enseignants dans ça. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi nous avons décidé de ne pas participer à cet atelier de réflexion. En fait, il s'agit de l'atelier de réflexion sur les conditions de vie
et de travail dans le secteur public et privé. C'est ça l'intitulé de l'atelier. En principe, il est censé regrouper l'ensemble des centrales et l'ensemble des syndicats libres et autonomes, mais aussi certainement des représentants de l'administration. Nous, à notre connaissance, aujourd'hui, nous, en tant que syndicat de l'éducation et regroupant pratiquement tous les syndicats de l'éducation, nous ne sommes pas partants. Et nous avons des informations aussi qu'il y a 2 centrales aussi qui n'ont pas accepté de participer à cet atelier. Maintenant, avec qui le gouvernement est en train de faire l'atelier, nous, on ne le sait pas. En tout cas, nous, on a décidé de ne pas participer. Il y a tout un ensemble de complots qui est ourdi contre les enseignants. C'est à nous de rester vigilants, de ne pas se laisser distraire par les discours tenus par-ci, par-là, et restons concentrés sur l'objectif. Et l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les acquis que nous avons engrenés depuis 2016, que ces acquis soient protégés. Et ça, c'est nous qui devons les protéger, nous en tant qu'enseignants du Mali, nous en tant que syndicat de l'éducation du Mali. Donc les inviter aussi à la mobilisation et à la vigilance et de se préparer, comme on l'a tout le temps dit, de se préparer pour les actions futures. Nous, syndicats de l'éducation, dans les jours à venir, on va se retrouver pour réfléchir sur la planification des actions que nous allons mener dans ce sens-là, pour que le gouvernement de transition comprenne qu'il n'a pas intérêt à se laisser manipuler, il n'a pas intérêt à aller à une autre crise scolaire que personne ne souhaite. Personne ne souhaite, particulièrement le syndicat de l'éducation. On ne souhaite pas aller à une nouvelle crise scolaire. Mais si on l'impose, on n'a pas d'autre alternative que d'aller à ça. Ceci met fin à notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.